Live passionnant, mais problème de connexion Internet. Bon, ce n'est pas mon niveau. Je pense que c'est Monsieur Dominique Berry qui a un souci. Alors, on va rappeler Monsieur Dominique. Est-ce qu'il est connecté? Non, ma connexion est très bonne, hein. Allô, tu m'entends mieux? Oui, oui, je t'entends, ouais. Parfait. Ah, alors, donc, revenons à la question. Pourquoi la FNAC a-t-elle jeté son dévolu sur ton profil? Bon, il faut savoir, bah, c'est un entretien. La FNAC appartient à un groupe qu'on appelle Mercure International Monaco. Ce groupe appartient à Monsieur Adnan Odrouj, qui est un Libanais, un Sénégalo-Libanais monégasque, installé à Monaco, qui d'ailleurs, à l'époque où Monaco se retrouvait en finale de la Champions League, était président du club, était président de l'AS Monaco. Donc, ce dernier gère un portefeuille de franchises et de marques, donc Casino, Kaby, le textile, tout ce qu'on voit là au centre commercial de Brazzaville lui appartient. Et quand il a lancé la FNAC, son désir était d'avoir à la tête de cette entité une personne qui était offerte sur la culture, sur la technologie, une personne de jeune, de diplômé, mais qui comprenait aussi les notions et les besoins de consommation des clients FNAC. Et donc, je pense que le fait d'avoir été ouvert sur ce monde par mon expérience professionnelle académique a été un plus. Maintenant, chose étonnante, il faut savoir que j'ai été réellement recruté sur un fait. C'est que pendant mon entretien, je savais calculer une marge brute. Et donc, mon entretien s'est passé sur le calcul d'une marge brute. On m'a demandé si je savais calculer une marge en pourcentage, chose que j'ai réussi. Et j'ai été très surpris d'apprendre que tous les candidats qui étaient là n'étaient pas capables de calculer des marges brutes. Info intox, c'est ce qu'on m'a dit. Mais j'ai été retenu sur ça. Alors, je n'ose pas croire que ça a été réduit qu'à ça, mais ça a été un des éléments déterminants parce que c'était la preuve que j'ai été rodé au commerce et que mes petites expériences, notamment aussi dans la distribution française, étaient à mon avantage. Donc, ça s'est surtout orienté sur des considérations de cette nature, bien plus que sur des considérations académiques. Ah, d'accord, ok. Alors, plus haut, tu as parlé de servir l'État. As-tu essayé de toquer aux portes de la fonction publique, par exemple? Ton profil, Non, jamais, non, jamais, jamais. jamais. Dans ma famille, il n'y a pas de fonctionnaire. Il y a pas de, dans ma famille, on est assez nombreux, j'ai pas de fonctionnaire, j'ai pas de militaire, j'ai personne. Non, on n'a jamais, mon père a démissionné de la fonction publique dans les années 80, ouais, fin des années 80. Il a démissionné après, il aurait pu avoir une retraite confortable, mais il a démissionné de la fonction publique, donc on n'a pas de fonctionnaire chez nous. Non, j'ai jamais tapé à ses portes. Et puis je pense que j'avais dépassé les critères d'âge aussi. D'accord. Je pense Ah, objectivement. alors, au-delà de tout ça, Monsieur Dominique, bien, Pépère, tu Je as, t'en prie. tu as entrepris. Mhm, L'entrepreneuriat, tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat à travers quelques business qui, mhm, malheureusement, comme on dit, hein, la mayonnaise n'a pas pris. Il y tout à a fait. sûrement des raisons. Lorsque j'étais eu au téléphone tout à l'heure, tu évoquais le côté obscur de l'entrepreneuriat. On aimerait un peu que tu puisses nous partager cette expérience sombre. Alors, je tiens à préciser, Valérie, c'est pas une expérience simple, ce n'est pas un drame. Mon parcours personnel m'a permis de m'améliorer, de faire de moi un meilleur homme, bien que je sois toujours en quête perpétuelle d'apprentissage. Oui. Pourquoi nous avons décidé de mettre ce sujet en avant? Nous avons mis ce sujet en avant parce que nous avons admis que l'on vantait un peu trop les mérites de l'entrepreneuriat et prétendues réussites. Je trouvais aux émissions de Capital ou de Zone Interdite le dimanche soir qui faisaient un Français parti de France sans info et a bâti un empire aux États-Unis. Ouais, mais on oubliait de préciser un peu certaines choses, que pour une réussite aux États-Unis, il y en avait quand même 100 000 qui ne fonctionnaient pas. Et donc, moi, j'ai fait comme tout le monde, j'ai voulu entreprendre parce que, comme je t'ai dit, on n'a pas la fibre fonctionnelle chez nous, j'ai voulu entreprendre et moi, j'ai connu des échecs. Et je me dis qu'à un moment donné, il faut être capable de dire aux gens que les chemins que l'on va entreprendre sont semés d'embûches et que c'est pas simple. Alors, je m'expliquais comment est-ce que j'avais commencé. Ah, comme tout le monde, j'ai d'abord fait mes études en faculté de sciences économie et moi, j'avais choisi l'économétrie.
Et l'économétrie, c'est un domaine qui va accrocher des sciences comme la macroéconomie, dont je m'étais fait une forme de spécialité. Alors, j'étais convaincu d'être outillé pour approcher un certain nombre de questions. Et à 26 ans, oui, 25-26 ans, avec une bande d'amis, nous avons monté une société de biométrie qu'on appelait Galaxy Biométrie. Et nous étions l'une des premières à l'époque à pouvoir proposer des solutions biométriques, c'est-à-dire des reconnaissances d'accès par le biais de morphotypes humains, notamment l'empreinte digitale, la rétine de l'œil et le faciès. Et moi, à cette époque, j'étais en charge en tant que co-gérant de la structure, donc on était dans une SARL, j'étais co-gérant, donc autant dire que j'avais un poste de décisionnaire, j'étais en charge de développer le marché africain. Et j'ai donc pris mon bâton de pèlerin, je suis arrivé au Congo et j'ai fait la proposition de mes services à la mairie de Brazzaville, au port autonome de Pointe-Noire, et j'avais obtenu un certain nombre de contrats. Alors, je rentre tout content. Voilà, mes associés devaient développer le marché européen, et notamment nous avions comme client Ernst Young Luxembourg. Alors, tout content de pouvoir financer notre marché congolais, je vais tout de suite élucider le problème parce que on va me poser la question du financement. Nous, on s'était financé par emprunt bancaire individuel. Chacun d'entre nous avait fait un emprunt bancaire et on avait monté notre société avec un capital de 15 000 euros à l'époque, donc 10 millions de francs CFA des trois associés, donc 5 000 euros chacun. Voilà, 5 000 euros chacun. Donc, comme ça, au moins, c'est clair, c'est précis, c'est dit. Et donc, quand on se retrouve à Ernst Young, qui devait nous permettre de générer nos premiers cash flows pour financer le marché de Brazzaville, parce que vous comprenez bien que Brazzaville, dans l'état d'esprit de l'époque, dans les années 2000, il est question de fournir l'entité et d'être payé cash. Mais il n'y a pas de préfinancement de marché. Donc, il faut que nous disposions de liquidités pour pouvoir l'accomplir. Alors que dans le système européen, on avait des formes de préfinancement parce que l'on pouvait vendre à crédit, mais faire de la facturage, donc avoir du cash. Et donc, quand je me retrouve chez Ernst Young nous dit, mais monsieur Berry, super produit, super solution, ce que vous avez, c'est du tonnerre, c'est révolutionnaire, mais j'ai une question à vous poser. Vous êtes une petite entreprise. Demain matin, vous vous cassez la gueule. Le SAV, c'est qui nous l'assure? Comment on fait si demain les machines, elles ne tournent plus et que nous, vous n'existez plus parce que vous avez mal géré? Et ils me disent, monsieur Berry, vous voyez, bien que votre produit soit innovant, bien que vous ayez une solution, on ne peut pas faire affaire avec vous parce que l'environnement d'affaires au sein de votre structure est inexistant. Mécaniquement, c'est quand même une gifle. On insiste, je vais voir Lily France, qui est un fabricant d'insuline dans la région de l'Est de l'Alsace, qui nous répond la même chose, que nous ne pouvons pas travailler avec vous parce que vous ne nous apportez pas les gages nécessaires au maintien de votre activité au-delà des 3 années nécessaires. Parce que nous, si nous engageons à sécuriser nos produits, nos exigences par vos produits, mécaniquement, c'est sur du très très long terme et vous devez exister à long terme. Alors, ne pouvons pas répondre à ça. De fil en aiguille, nous avons perdu, nous n'avions pas le fonds de roulement nécessaire, donc la liquidité nécessaire pour faire face aux charges salariales, locatives et le reste. Et mécaniquement, l'affaire est morte. Mon affaire, elle est morte avec des contrats potentiels en main, notamment un de ma mairie de Brazzaville que je conserve précieusement, signé de la part du maire Hugues Ngolondele. Un super convoi, je me rappellerai toujours. De la part du port de Pointe-Noire, de l'Église France, tout ça, on est mort. Et à ce moment, je me pose une question, je me dis, mais punaise, comment se fait-il que l'on puisse avoir une société, de l'argent, un produit qui est demandé, qui certes futuriste, mais qui est demandé, comment est-ce qu'on peut avoir ça et ça ne marche pas? Entre parenthèses, aujourd'hui, la biométrie, elle est partout. Nous avons des passeports biométriques, toutes les autorisations d'accès sont biométriques. Si j'avais eu la trésorerie nécessaire, j'aurais été le roi de la biométrie. J'aurais fait bingo. N'ayant pas la trésorerie nécessaire, j'ai dû mettre la clé sous la porte. Et me voilà en train de me gratter la tête en me disant, mais tout était bon pour que ça marche. Alors, qu'est-ce que je fais? Je me dis, je vais me renflouer. J'ai besoin d'argent, je vais me renflouer. Et je vais donc aller au Congo, je vais faire un coup. Et Valérie, je fais comme tout le monde, je me dis, bon, je fais un conteneur de 40 pieds. Dans lequel je voulais ouvrir un lavomatique. Je mets donc 10 machines à laver, 10 sécheuses. Je mets un hystère, parce qu'à l'époque, la manutention portuaire était en plein essor. Je réussis à trouver un hystère. Je mets une bétonnière, parce que le pays était en pleine mutation, en pleine construction. Je mets 2 véhicules, Valérie, c'est un 40 pieds. Il m'a coûté plus de 40 000 euros en association avec ma femme et d'autres personnes. Valérie, le conteneur, il est arrivé à Brazzaville. Une fois vendu, sorti, j'ai eu 600 000 francs. 600 000 francs, c'est pas. Sérieux? 600 000, avec tout. 600 000. 40 000 euros, j'ai eu 600 000. Voilà ce que je suis sorti avec mon conteneur. Et quand 600 000 de bénéfice net.
Non, 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 j'ai pas dit 600 000 de bénéfices. Je dis que j'ai eu en tout et pour tout sur l'intégralité du conteneur 600 000 francs CFA. Je répète, j'ai eu 600 000 francs CFA. Donc 1000 euros. J'en ai mis 40 000 et j'ai récupéré 1000 euros. Perte sèche de 39 000 euros plus frais annexes. Faut le faire quand même. Et pourquoi? Parce que quand j'ai fait mon conteneur, une fois de plus, je me suis dit, mais je connais du monde, j'ai un patronyme, j'ai un nom, ça me suffit d'aller au Congo, je vendrai. Mais j'avais oublié un problème. C'est qu'avant tout, le Congo, il y a une administration. Et la première administration que l'on trouve dès que l'on rentre dans ce pays, c'est la douane. Je n'avais fait aucune évaluation douanière. Alors, mécaniquement, ayant sous-estimé la douane, je n'avais pas les fonds. N'ayant pas les fonds, je suis passé en magasinage, sur Estari, je ne sais pas quoi, c'est pas quoi. Ouh. Et donc, quelle solution il me restait? Parce que j'étais déjà là, je me suis retrouvé dans le piège de la douane. Il fallait mécaniquement que j'aille voir des bailleurs. Des bailleurs à 40% de taux d'intérêt et avec des exigences pharaoniques. Je suis donc passé par les bailleurs, par les transitaires qui chacun proposait un devis. J'étais totalement novice. Totalement novice. Et j'ai donc dû vendre ma marchandise conteneur tenant. Faut le faire. Je me suis dit, waouh, comment je fais? Je réussis à sauver l'Istère. Je réussis à sauver mon Istère. Je vais à la Socomab à l'époque, qui était encore une société d'État. Je vends mon Istère. Ils me disent, nous en avons besoin parce que la Socomab, c'est la Société congolaise de la manutention du bois. Ils me disent, ça tombe bien, on en avait besoin. Merci, monsieur. 17 millions. 17 millions, il me faut un chèque. Là, je me dis, ouf, je vais pouvoir quand même me refaire et espérer quelque chose. Le lendemain matin, je dis bien le lendemain matin, le président Denis Sassou Nguesso venait de vendre la Socomab à Bolloré. Il a vendu l'actif et tout le passif est passé à la CCA. Mon chèque était un chèque en bois en une nuit. En une nuit. Je venais d'ignorer l'environnement externe. Je venais de perdre 17 millions en une nuit parce que je n'avais pas pris la peine d'analyser mon environnement et de savoir qu'on s'apprêtait à vendre la Socomab. J'ai vu Bolloré, il avait vendu donc à M. Willy Nguesso Oui, c'était M. Willy Nguesso et M. Bolloré qui avaient racheté la Socomab. J'ai toujours voulu, via les relations, faire payer. On m'a dit non, 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 c'est une entreprise sérieuse. Le passif est à la CCA. Allez vous faire payer à l'État. Je n'ai jamais récupéré mon argent. Je venais de perdre 17 millions. Alors là, quand on a mis 17 patates, quand on a mis 40 000 euros et qu'on a perdu de l'argent comme ça, on se gratte la tête. Et là, j'ai eu le sentiment d'être maudit. J'ai eu le sentiment qu'il y avait quelque chose que j'avais loupé. J'ai eu le sentiment. Un problème de famille. Un problème de famille. Le fameux sorcier avec la culotte rouge. Non, il n'y avait pas de sorcier avec la culotte rouge, mais j'ai eu un sentiment de frustration. Je ne comprenais pas. Il me manquait mécaniquement quelque chose. Et je suis rentré en France. Je suis revenu au Congo. Et j'ai proposé de la nouvelle technologie, un site internet à l'époque, à un grand frère à moi qui était qui m'avait pris un site internet, qui voulait l'acheter, qui devait me permettre de me relancer, et ça ne s'est pas fait. Alors à ce moment, je vois mon père, je discute un peu avec mon père, famille, qui se moque de moi, et qui me dit, mais jeune homme, tu croyais quoi? Les affaires, tu viens comme ça, tu te lèves un matin, tu claques des doigts, c'est toi le plus beau, et tu t'en vas. Il me dit, ça marche pas comme ça. Il me dit, moi, je te donne un conseil. Si tu veux réussir en affaires, intègre une société. Fais valoir ta vision et tes capacités au sein de cette société. Tu ne prends aucun risque, c'est elle qui va tout assumer, mais à l'intérieur, tu vas découvrir des opportunités que tu pourras compenser sur le moyen long terme et te lancer en affaires. Et à l'époque, je ne comprenais pas ce que mon père me disait. Et donc, c'est sur ce coup que je me suis rendu compte, après documentation, que je n'étais pas du tout rodé au monde de l'entreprise. J'y connaissais absolument rien, Valérie. Je ne savais pas calculer une marge, je ne savais pas calculer un seuil de rentabilité, je ne savais pas c'était quoi un retour sur investissement, je ne savais pas c'était quoi une valeur actualisée nette. Je ne savais pas que l'argent avait un taux, c'était son taux d'intérêt, qu'il fallait que ton taux de rentabilité soit supérieur à ton taux d'intérêt. Je ne savais pas tout ça. Et c'est là où je me dis, mais qu'est-ce que tu as foutu tout ce temps? Et je décide à 32 ans de repartir à l'école. À 32 ans. C'est comme ça que je m'en vais au Canada. Pour apprendre le business. Le business étant anglo-saxon, je me dis qu'on peut le faire de manière sereine que chez eux, tout en sachant que le système français est très élitiste.
Donc, je vais apprendre le business se fait en école de commerce, et les écoles de commerce, 32 pays, village, soit c'est trop cher, soit ils veulent rien savoir parce que monsieur, vous ne correspondez plus à nos critères. J'ai passé le temps. Je décide à 32 ans de repartir au Canada. Et c'est là où je commence par un cycle en sciences politiques parce que la politique est une science qui m'intéresse et que j'estime être une science ressource et socle pour pas mal de choses. Je refais un bac plus 5 en 2 ans et demi. Je reprécise, j'ai fait un bac plus 5 en 2 ans et demi. En 2 ans et demi. 2 ans et demi, je refais tout mon bac plus 5. Et c'est là où je suis allé au terme parce qu'il y avait l'expérience nécessaire. J'estimais qu'il y avait l'expérience nécessaire. Ils m'ont proposé le MBA en gestion stratégique des entreprises. Et c'est là où je vais donc découvrir l'entièreté des erreurs qui sont les miennes dans les affaires. Je vais me rendre compte qu'il y avait beaucoup de choses que je n'avais pas, que la volonté seule ne permettait pas de déplacer des montagnes, qu'il me fallait être beaucoup plus outillé, mettre mieux à profit mes connaissances, relations et le reste pour y arriver. Mm. Et c'est là où je me dis, bon, je vais repartir au Congo et je prends le projet de la FNAC. Donc, ici, il n'est pas question de dire le côté obscur parce qu'entreprendre serait quelque chose de mal. C'est de dire aux gens que l'échec fait partie de l'entrepreneuriat. Et qu'il faut parfois être capable de se nourrir de ce dernier pour pouvoir espérer obtenir demain des conquêtes. Or, tel qu'on nous présente la chose, on a l'impression qu'il suffit d'entreprendre, il suffit d'avoir du financement pour que, boum, les choses décollent. C'est pas vrai. C'est pas vrai. D'ailleurs, les Américains disent que pour pouvoir y arriver, des fois, il faut être à son 9e échec. Hein. La persévérance, au bout du 9e échec, peut-être que le 10e sera le bon. Donc, moi, mon expérience avec l'entrepreneuriat, c'est plutôt passé de ça et je la trouve très positive aujourd'hui parce que j'ai quelque chose à raconter. Si demain matin, je devais me relancer en affaires, il y a beaucoup d'erreurs que je ne commettrais plus. Il y a beaucoup de choses que je serais susceptible de faire. Donc, j'aurais gagné un temps fou. Un temps fou. Alors, Pépère, de par ton expérience, quelle est la psychologie de l'entrepreneur congolais? Nous avons reçu pas mal d'entrepreneurs dans ces lives. Tu es le seul à nous, bon, disons que tu es le seul à nous démontrer qu'en réalité, il ne suffit pas de s'appeler entrepreneur pour entreprendre. Encore faudrait-il connaître tous les mécanismes, notamment seuil de rentabilité, marge, retour sur investissement. Quelle est alors la psychologie de l'entrepreneur congolais, du jeune entrepreneur congolais? Parce que nous sommes dans un live qui met en avant ces jeunes qui excellent dans leur domaine d'activité. Bah, pour moi, déjà, au Congo, il y a des entrepreneurs, hein, je ne dis pas non. Il y a des entrepreneurs qui ont fait leurs preuves, qui sont allés. Par exemple, moi, j'ai été agréablement surpris de rencontrer un monsieur. Alors, j'arrive jamais à prononcer son nom, je l'écorche toujours, mais il s'appelle monsieur Zomamba, le patron de la SCAB. De SCAB Congo, oui. Voilà. C'est de l'entrepreneuriat, c'est une très belle aventure. Il s'est construit pas à pas, step by step, et aujourd'hui, il est assis sur un petit empire. Alors, je ne veux pas présager de la viabilité éternelle de cet empire parce que je n'ai pas les ratios financiers pour pouvoir dire si c'est ou pas, mais du moins de ce que l'on voit, c'est quelque chose de sérieux, c'est quelque chose de bâti, c'est quelque chose qui a de la gueule. Donc, il y a de l'entrepreneuriat au Congo dans divers secteurs, il y a de belles réussites. Mais de manière générale, le Congolais n'est pas dans une démarche d'entrepreneuriat parce que qui dit entrepreneur, l'entrepreneur est un mec qui travaille 26 heures sur 22. Il travaille 4 heures de plus que la moyenne. La psychologie au Congo, c'est qu'on veut être des rentiers, on veut être des patrons. On prend de l'argent, on le place, on atteint un intérêt, on reste chez soi et on veut une rente. Ça, on sait faire. Dès l'instant, on va voir quelqu'un au Congo, on lui dit, mets 100 millions, tu auras un retour sur investissement dans 6 ans, avec une rentabilité espérée de 40% la 8e année. Tu te dis, petit, là, c'est trop compliqué, moi, je ne suis plus pas. Faisons autre chose, passons autre chose. Parce que les affaires, c'est ça la réalité. Les affaires, c'est ça, les affaires, c'est pas autre chose. Entreprendre, c'est ça. Nous, ce que l'on aime dans ce pays, nous aimons les coups. On adore ça. Voilà. Je vais te proposer 100 millions sur 10 ans avec 20% de rentabilité au bout de la 8e année. Dans la même journée, tu as un mec qui vient te dire, baille-moi de l'argent, 40% d'intérêt, dans 3 mois, je te rends. Qui est fou? On va prendre les 40% de bail. On dira, moi, personnellement, l'affaire là, elle est trop compliquée. Elle est trop compliquée. Donc, moi, je pense que nous ne sommes pas dans une dynamique de vouloir entreprendre, nous sommes dans une dynamique de vouloir devenir des rentiers, des patrons. Or, devenir un rentier et un patron, c'est la résultante de l'entrepreneuriat. C'est la résultante d'avoir mis sur pied des affaires qui tournent, qui sont performantes, qui ont fait leur preuve et qui finalement s'autofinancent au bout d'un certain temps. Là, on peut l'être. Alors, je suis très fier. Hein, moi, quand je te parle d'entrepreneur, j'ai vu monsieur Ganao.
qui est venu hier sur le live avec sa tenue de sécurité. J'espère, et j'ose croire que c'est un patron qui mouille la chemise, qui est avec ses employés, qui est sur le terrain, qui travaille. J'ai vu M. Chapata, mon frère, qui nous raconte au service client, on le voit derrière son bar en train de travailler. C'est ça un entrepreneur, c'est ça. C'est ça. Quelqu'un qui a un rêve, qui a une passion, qui travaille. Nous, généralement, quand on prend la plupart de nos amis, tu fais quoi? Je se lève à 11 heures, pourquoi? Non, moi j'ai investi, j'ai des loyers. J'ai des loyers, j'ai des choses qui tournent, moi j'attends juste mes marchés. Voilà ce qu'on aime. Donc, on a déjà un rapport assez particulier à cela. Ensuite, oui, effectivement, je pense qu'on n'est pas suffisamment outillé, on ne nous accompagne pas. Sans vouloir faire de On a politique Véron, par ici, exemple, je aussi. pense que le pouvoir de Brazzaville a trop politique. On a Véron qui est Véron passé est un dans le live aussi. entrepreneur, oui. Oui, Véron est un entrepreneur. Pour moi, Véron est un entrepreneur. En déplaise à tous ceux qui veulent le critiquer, Véron est un entrepreneur qui a commis des erreurs au même titre que moi. Il a commis des erreurs lourdes. D'ailleurs, on le lui fait bien payer par la critique acerbe qu'on lui déverse. Mais je tiens quand même à rappeler que le mec, il a quand même été courageux d'avoir imaginé cette une, même si les gens le boudent, ça s'appelle une innovation en procédé. Et je vous rappelle qu'à l'époque où Véron Mankou décide de MK, on a des triples des communications n'envisagent pas pour nous des smartphones. Ils envisagent autre chose, mais pas les smartphones. Et Véron vient dire qu'on peut assembler pour ça. Et c'est ce qu'on appelle le business par la pyramide inversée. Il ose. Alors, a-t-il sous-estimé son investissement? Mécaniquement, a obtenu des fonds ne lui permettant pas d'y arriver? C'est possible. A-t-il commis des erreurs de gestion? C'est possible. Véron était un ingénieur, Véron n'était pas du tout un gestionnaire. S'est-il mal entouré? C'est possible. Mais au-delà de tout ça, le mec, chapeau. Je dis bien au-delà de tout ça, le mec, chapeau. Et je tiens à rappeler à tous ceux qui critiquent Véron Mankou, pour une structure comme VMK qui dégage énormément de valeur ajoutée, à ce qui paraît, l'État l'aurait financé aux alentours de 300 à 500 millions. Bien. Pour une société d'eau, dont les activités, je peux les qualifier de basiques, où principalement, c'est du traitement de l'eau, de l'embouteillage et de la livraison, on met des milliards. Je vous invite à demander à Burotop quelle est la base d'investissement pour l'eau Vival. Quand même. On n'allait pas comparer une industrie de téléphonie avec une industrie d'eau. Là n'est pas le débat. Mais je montre bien que les ratios financiers investis ne sont pas du tout les mêmes. Donc, nos exigences en tant que consommateurs, en tant que compatriotes, parce qu'il y a une argent de l'État, ne devraient pas être aussi sévères que ça, de mon point de vue. Mais du point de vue de la démarche, parce que l'entrepreneur aussi a une qualité, il prend un risque. D'un point de vue de la démarche, Véron a pris un risque. Donc, venir le dénoncer, ne pas le mettre dans le camp de l'entrepreneur, je dis non. Donc, on a des gens comme ça, oui, il y a des profils qui sont entrepreneurs. Alors, est-ce que nous avons des entrepreneurs à succès? Ça, c'est un autre débat. Il se peut que nombreux ne réussissent pas, possible. Mais est-ce qu'il y en a qui ont pris ce risque d'investir du temps, de l'argent, de la passion, de la détermination? Oui. Faille-t-il qu'on apprenne de leurs erreurs? Moi, je crois qu'il aurait fallu prendre Véron, discuter avec lui pour que notre courbe d'apprentissage collective nous amène à ne pas reproduire les erreurs industrielles de Véron. Non, nous, au lieu de faire ça, on l'estampille, on le met de côté. Vilain petit canard, t'as bouffé l'argent du contribuable, oust, on veut plus te voir. Non, c'est pas ça. On devrait apprendre des erreurs de ce garçon pour que plus personne n'en fasse. Pour moi, du moins, c'est de mon avis. C'est comme ça que moi, je l'aurais fait. Donc, si j'avais été ministre des PME, ministre de l'Industrie, j'aurais pris Véron au moins en modèle en disant, voilà au moins tout ce qu'il ne faut pas faire à la génération d'entrepreneurs qui vient. Eh bien, au contraire, on ne veut pas. On ne veut pas, on préfère taper. Donc, on peut ne pas être outillé, on a un état d'esprit particulier, on peut ne pas avoir les outils nécessaires, mais moi, je pense que voilà, les hommes politiques, on a politisé cette affaire. Hein, c'est normal. On a dit, à défaut que le plus gros employeur puisse recruter, les gens doivent se prendre en main. Et une des manières de se prendre en main, c'est d'entreprendre. Et tout le monde est allé vers l'entrepreneuriat, tout azimut, comme on aime le dire sur certains forums. De manière tout azimut, tout le monde est allé sans leur donner réellement les véritables moyens d'être des entrepreneurs à succès. D'ailleurs, je te le disais cet après-midi, tu me disais qu'il y avait une ruée vers l'entrepreneuriat. Mais s'il y avait réellement une ruée vers l'entrepreneuriat, ça voudrait dire à minima qu'il y aurait un indicateur qui serait intéressant pour nous. Ce serait de regarder le taux d'emploi dans nos entourages immédiats. Mais qu'est-ce qu'on remarque? Que dans nos entourages immédiats, le taux de chômage monte. Il ne baisse pas. Donc nos entrepreneurs à succès, ils entreprennent comment? Finalement, tous ceux qui entreprennent, ils entreprennent comment? Ça laisse quand même songeur à s'interroger. Alors, Pépère, tout à l'heure, on a évoqué de l'accompagnement. Alors, pourquoi aujourd'hui,
je me base sur le discours des entrepreneurs qui sont passés dans ce live. Les banques n'accompagnent pas les projets. De mon point de vue, les banques n'accompagnent pas des projets pour deux raisons majeures. Je dis bien deux raisons majeures. Elles sont explicatives, mais ne sont pas les raisons principales. Et il peut en avoir d'autres et je laisse le libre choix de la réflexion à tout le monde. Pour moi, le premier problème, c'est le problème des collatéraux. Les collatéraux, ce sont les garanties bancaires que l'on apporte à la banque lorsqu'elle prête de l'argent. N'oublions jamais que certains considèrent la banque comme une entreprise de service. Moi, je la considère comme une entreprise de biens. Le bien qu'elle vend, c'est de l'argent. La rémunération de l'argent, c'est l'intérêt. Donc, quand un banquier prête de l'argent, il veut deux choses. Un, être sûr que son argent sera investi pour ce qu'il a été demandé. Deux, être sûr que cet argent reviendra. Donc, il demande des garanties. Nous avons surévalué. La principale des garanties, elle est foncière. D'accord? Nous avons surévalué notre foncier au Congo de manière astronomique. Il y a des terrains qui sont au derrière Ngamakoso qui valent 200 millions sur la base de. Donc, mécaniquement, au départ, les banquiers ont prêté un peu d'argent sur la base de titres fonciers qui étaient surévalués. Le marché du foncier a dégringolé, les gens n'ont pas remboursé, ils veulent se récupérer l'argent, mais ils se rendent compte que ça ne vaut même pas un tiers de la valeur. Mécaniquement, si les collatéraux ne sont pas bons, qu'est-ce qui se passe? Le banquier, pour se rattirer, va demander des taux d'intérêt hyper élevés. S'il demande des taux d'intérêt hyper élevés, ça veut dire quoi? Je te prête 100 millions, Valérie, et je te demande un taux d'intérêt de 20%. Pour te prêter mon argent, il faut que le projet que tu m'amènes ait une rentabilité supérieure ou égale à 20%. Parce que c'est le loyer de l'argent que tu vas payer. Si ton projet n'est pas capable de générer au moins cette rentabilité, ça veut dire que tu ne peux pas me rembourser. Et cette donnée, pour pouvoir la fournir à la banque, il faut être outillé. Or, la plupart des entrepreneurs congolais, la plupart d'entre nous, ne sommes pas familiers avec l'aspect financier du business plan. Nous pensons que le business plan est quelque chose de très, très littéraire. Non, le banquier regarde le volet financier avec des indicateurs précis. Quand tu as des entrepreneurs qui ne sont même pas capables de matérialiser les cash flows qu'ils vont générer, je m'explique. Tu viens me voir, je veux que tu me finances une activité à hauteur de 100 millions. Ok, Valérie, tu comptes gagner combien? Bon, écoute, moi, je pense que je vais faire 50 millions par année. Pendant combien de temps? Pendant 10 ans. Chez toi, il n'y a pas de saisonnalité, il n'y a pas de décroissance de marché, ton marché ne s'arrête jamais. Oui, moi, je te dis, c'est sûr, c'est comme ça. Parce que Valérie, tu me fais peur. Tu dois être capable de me dire une activité que tout le monde peut comprendre ici, celle du taxi. Bon, écoutez, je vais investir dans un taxi. J'estime qu'en bonne période, un taxi peut me ramener 22 000 de recettes. En période creuse, c'est 13 000 de recettes. Donc, chiffre d'affaires optimiste, 22 000. Chiffre d'affaires pessimiste, 13 000 francs. Chiffre d'affaires réaliste, 17 000. Je fais une moyenne de ça. Je sais que de lundi à vendredi, mon taxi peut travailler parce que c'est les jours pleins. Le samedi, c'est des jours de sortie. Le chiffre d'affaires peut être un peu plus haut. Le dimanche, il se repose. Il travaillera 22 jours par an, les fêtes de Noël. Mécaniquement, j'aurai un chiffre d'affaires en dents de scie qui va évoluer au fil du temps. Ce sont ces cash flows liés aux charges que je vais générer qui vont me permettre d'avoir des indicateurs financiers à présenter aux banquiers, notamment la valeur actualisée nette, le seuil de rentabilité, mon retour sur investissement, bref, les différents ratios que le monde des affaires utilise au quotidien. Alors, on n'est pas capable de les fournir. Et après, on se présente devant un banquier, on lui dit prête-moi de l'argent. Pourquoi? Parce que je vais entreprendre, on a dit qu'on entreprend et parce qu'on est jeune. Et frère, ça existe nulle part, ça. Ça existe nulle part. Sincèrement. C'est d'ailleurs, c'est pas pour rien que la ministre des PME a organisé un concours de business plan. C'est pourquoi? C'est pour trier parmi nous les entrepreneurs qui ont les aptitudes à entreprendre et ensuite les aider à aller vers leur projet. Ce n'est pas le fait d'un hasard. Sinon, on pourrait prendre n'importe qui. Donc, je pense que les banques ne prêtent pas, principalement pour ces deux raisons et demie. Absence de collatéraux sérieux, absence de données financières sérieuses sur les business et l'incapacité de nos entrepreneurs à les produire. Et quand on va voir les gens, malheureusement, si on devait aller vers les Big Four ou les cabinets financiers pour générer de tels projets, ça coûte cher, on n'a pas mécaniquement les moyens de le faire. Et ce n'est pas pour rien que l'argent appelle l'argent. Donc, on remarque souvent que les gros projets sont portés par des grosses personnes avec des grosses capacités qui ont des gros moyens et c'est toujours elles qui financent. Ce matin, toi et moi, on rigolait. On rigolait. Tout le monde a dit au Congo que l'activité du taxi est morte. Ça ne rapporte pas. Ah, investir dans le transport, tu as mal à la tête. Mais comment vous m'expliquez que Bolloré a mis des millions dans cette affaire? Et pourtant, nous, Congolais, c'est niet, on n'en veut pas. Ça ne marche pas. Bolloré a mis des millions. Il n'est pas fou, Bolloré. Ça veut bien dire. Bolloré s'est lancé dans le business des taxis à Brazzaville et Pointe-Noire. Brazzaville et Pointe-Noire, ouais. Taxi et bus. Taxi et bus.
Alors que nous-mêmes, Congolais, nous disons que c'est un business pourri, qui ne fonctionne pas, il n'y a pas de marge, c'est impossible d'en vivre. Non, non, non. Le type, il vient de loin, il l'a fait. Oh, il faut le faire quand même. Ça veut dire que le modèle d'affaires qu'il a présenté valait ce qu'il valait, son pesant d'or. Parce que je ne suis pas sûr que Bolloré soit venu pour perdre de l'argent au Congo, pour faire plaisir aux Congolais. Je n'y crois pas. Donc, à un moment donné, on se rend compte que c'est peut-être ces petites choses qui fassent à ce que ce soit un peu plus difficile ici qu'ailleurs. Bon, on a un intervenant qui nous dit que Bolloré utilise des taxis électriques, donc pas de charge en carburant. Oui, effectivement, il a totalement raison. Pas de charge en carburant. Mais tu vois, si je devais donc lui confier, euh, si je devais lui confier l'analyse stratégique de Bolloré, si on était en classe, bah, je crois que j'aurais quand même mis 0. Pas pour être méchant. Mais Bolloré utilise l'électricité. Or, problème, la production électrique au Congo est discontinue. Ce qui fait que très souvent, on doit interrompre ça par des groupes électrogènes qui sont hyper gourmands en carburant. Donc, in fine, la dépense en carburant est bien réaliste. Elle existe parce que la flotte de taxis qu'il doit nourrir, elle n'est pas petite. Deuxièmement, Bolloré a des frais énormes. Pourquoi? Parce que la technologie d'entretien et de maintenance des taxis localement n'existe quasiment pas. C'est une nouvelle technologie, les voitures électriques. Donc, il doit importer ce maintien. Ça lui coûte 2 fois plus d'argent. Donc, quelquefois, le taxi à l'essence coûte beaucoup moins cher que les voitures de Bolloré. Ça coûte beaucoup moins cher que les voitures de Bolloré. En tout cas, c'est une leçon. J'ai mal à la tête et trop technique, Pépé. Trop technique. Merci infiniment. Hein. Le live n'est pas terminé. On a encore pas mal de questions à te poser, Pépère, mais déjà, en cours de chemin, j'aimerais te remercier parce que je suis également en train de prendre des notes. Généralement, on pense que le business, il suffit de parler sans pour autant prendre en considération certains aspects financiers, mais je ne parle pas des aspects généraux. Je parle d'entrer en profondeur, de scruter la question en profondeur. Alors, Pépère, tu es issu de la diaspora. J'aimerais déjà évoquer avec toi, bon, au regard des divers intervenants qui sont passés dans ce live, on a pas mal de personnes qui fustigent un peu cette génération d'entrepreneurs qualifiés de fils à papa, qualifiés de fils d'eux, qui pour la plupart des gens n'ont aucun mérite. Je parle de la plupart des gens. Je te parle en connaissance de cause. Il y a eu, ça a été houleux dans ces lives, en commentaire, en réaction. Et tu es issu de la diaspora congolaise, tu as un nom, mais pourtant ton nom ne t'a pas ouvert toutes les portes. Que penses-tu de ces allégations, ce délit de patronyme, comme j'aime bien le signifier? Bon, déjà, moi, la notion de fils à papa, je l'aime pas. Je l'aime pas parce que on a une sociologie qui est quand même assez particulière au Congo. Je vais prendre un exemple. Pour ne vouloir choquer personne, on va parler de manière un peu transparente, c'est un live, c'est bien, donc je vais prendre un exemple. Monsieur Piangolo, président du Sénat, il y a 15 ans, dans ce pays, qui était Monsieur Piangolo? C'était un professeur de philosophie, sauf à me tromper, vous corrigez. Hein. Mais je crois que son métier de base, c'est professeur de philosophie. C'était un militant au PCT. Son militantisme l'a mené au sommet de l'État là où il est arrivé. Pouvons-nous logiquement qualifier les enfants de Piangolo de fils à papa? Est-ce que l'on devient fils à papa? Quelle est la temporalité que l'on donne à cette notion? Parlons de monsieur Alexis Vincent Gomez, la famille Gomez. Je vais me qualifier de fils à papa. C'est d'experts de mon droit. Papa, déjà, monsieur était assis dans son domaine sur le point noir. Le père, même chose. Les enfants ont la chance de bénéficier. Bon, qu'il y ait une espèce de tradition comme ça, de fils à papa, pourquoi pas? Mais notre pays invente des hommes politiques, des fonctionnaires, des gens tous les jours, qui apparaissent et qui disparaissent. À ce moment, quel qualificatif allons-nous leur donner? Est-ce que le fils à papa est celui qui a un avantage que les autres n'ont pas? Ou est-ce réellement un fait sociologique existant au Congo comme notre pseudo-bourgeoisie? Je ne sais pas. Cependant, je ne cacherai pas que j'ai un patronyme, mais Valérie, à mon âge, vu les fonctions que j'occupe, vu la famille que je gère, vu mes obligations,
Me réduire à mon patronyme, c'est nier quasiment mon existence et ma capacité d'être. Puis-je l'accepter en tant que père de famille, en tant qu'ami, en tant qu'être sociable et sociabilisé? Non. Me réduire à ça, je le trouverais insultant. Réduire la plupart de ces gens à ça, je trouverais ça insultant. Cependant, est-ce que le fait d'être un fils à papa, comme on le dit entre griffes, est suffisant pour nous permettre de réussir? Je dis une fois de plus, non. Sinon, tous les prétendus fils à papa réussiraient, puisque ceux qui ont de l'argent pour entreprendre, c'est eux. Malheureusement, ce sont des success stories d'échecs en cascade. Échec, ou peut-être, alors peut-être le mot échec est fort, mais en tout cas, ce n'est pas un accomplissement d'affaires tel que eux l'auraient souhaité. Je vais reprendre un exemple. Monsieur Alexis Vassan-Gomez, que l'on va qualifier, lui, de bourgeois parce qu'on estime que moi, sur 3 générations, c'est des gens qui excellent dans leur domaine. A pris ses enfants, leur a transmis un capital financier, leur a confié un capital matériel. Par exemple, le Victory Palace, il a donné de l'argent, il a donné un hôtel, il a donné des relations, et pourtant, ça n'a pas marché. Est-ce que le fait d'être fils à papa est suffisant pour dire je serai un entrepreneur à succès? Non. Devrions-nous interroger ces gens pour savoir, mais malgré tout ce que vous avez eu, qu'est-ce qui n'a pas marché? Ce serait top pour qu'on comprenne les erreurs qui sont passées. Et je crois qu'il est venu sur le live expliquer qu'est-ce qui s'était passé. On voit bien qu'on peut être le fils de qui on veut. J'ai le Victory Palace. Le Victory Palace jouissait d'un avantage qui était lequel? Manque de capacité hôtelière sur Pointe-Noire, manque de capacité hôtelière luxueuse dans la ville, tout simplement avec le boom pétrolier. Pendant ce temps qu'on rêvait, naissait Elaïs Hotel, naissait l'hôtel Hilton, qui venait répondre à ces critères, c'est-à-dire de grandes capacités hôtelières et des propositions, une offre luxueuse et de travail. Pendant ce temps, le Victory a reposé sur ses lauriers. Cas d'école, mécaniquement, ce qui était un avantage hier, donc une opportunité, est devenu une menace. N'ayant pas traité la menace, ils se sont fait effacer. Aujourd'hui, même si on voulait, on prend par exemple, on est dans l'hôtellerie, on prend l'hôtel Saphir. Mais comment est-ce que l'hôtel Saphir peut compétitionner avec le Radisson Blu, Elbow Suite et le Kempinski derrière? Dans l'état de configuration actuel, il est. C'est pas possible qu'ils tiennent. Ça deviendra un hôtel de safari. Ça deviendra un hôtel de bourse. Casino a fait un investissement dans son centre commercial. Dikini qui avait un avantage concurrentiel net sur tout le monde. Dikini, Gallo, qui ont versé les enfances des gens, n'ont pas vu Casino arriver. Casino est venu créer un centre de vie. Aujourd'hui, on ne va pas à Casino que pour acheter sa bouteille de lait. On vient pour perdre du temps. On vient pour se distraire. On vient pour se rafraîchir. On vient pour faire des rencontres. Si on avait filmé, tu verrais peut-être le nombre de couples, les bébés Casino qui sont nés de ça. C'est devenu un lifestyle. Le mec, il l'a vu, il est resté sur ses lauriers, continue à vendre ses costumes sous ses housses. C'est sûr qu'il se prend une gifle. Comment on fait ça? Donc, je ne pense pas qu'on devrait plutôt les fustiger. Non. Les fils à papa, moi, je n'y crois pas. D'accord? Nous sommes une jeune société en construction. C'est des notions qui interviendront peut-être dans 50 ans. Donnons-nous 10 ans. Ça arrivera. C'est sûr qu'il y aura une élite financière au Congo, une élite intellectuelle, une élite scientifique et le reste. J'en suis convaincu. Pour l'instant, elle n'est pas forte. Elle est encore très fragile. Hein? Pour ceux qui ont eu la chance de connaître Sassou 1, il y avait une forme d'élite qui s'est délitée avec la conférence nationale. L'Issouba est arrivé, on a voulu nous imposer comme une forme d'élite qui s'est délitée avec les événements que l'on connaît. Et depuis 20 ans, on essaye d'asseoir quand même une élite de référence, mais qui ne tiennent considérablement pas. Donc, il va encore nous falloir du temps. Donc, vouloir limiter ça à ça, je trouve ça assez réducteur. Par contre, je connais des jeunes Congolais qui entreprennent, qui se lèvent, qui se battent, parce qu'il n'est pas facile de porter un nom. Et il n'est pas facile au Congo de porter un nom. Et il est encore moins facile d'être personne dans ce pays. Ce qui revient à dire que le combat est de tous bords et de toutes parts. Nous nous battons tous. Alors, Pépère, tu as parlé d'élite. Pourquoi le Congo n'attire pas ces élites de la diaspora, par exemple, comme ton profil? Qu'est-ce qui freine? Parce que les gens qui sont dans la diaspora et qui ont mon profil gagnent de manière conséquente leur vie. Au nom de quoi renonceraient-ils au confort qui est le leur pour venir entrer dans un combat de toute heure?
Il faut là un élan de patriotisme et d'amour réel pour accepter de souffrir avec les autres. Je ne pense pas que on a eu le problème avec les hôpitaux d'Oyo. Le président a créé des conditions hospitalières nettes pour amener nos médecins de la diaspora. Mais nombreux ont posé un problème. Ils exigeaient quand même des traitements au moins équivalents à ce qu'ils gagnaient en Europe. Et vu le principe d'égalité de la fonction publique, on ne pouvait pas se permettre de créer des distorsions au sein de payer des médecins à des centaines de millions et les autres ne pas les payer. Donc on voit bien qu'in fine, les gens ne sont pas rentrés. Nous aurons également le même problème avec les universités. Soit nous aurons des gens qui aiment ce pays, qui sont prêts à donner d'eux-mêmes pour lui permettre d'émerger, soit on n'en aura pas et je pense que ça sera difficile. On ne peut pas interdire aux gens d'avoir ce côté mercantile. Les gens vivent finalement pour améliorer leurs conditions de vie. Ils ont immigré pour ça. Et aujourd'hui qu'ils les ont, vous leur demandez d'y renoncer. Donc je pense que c'est un peu plus difficile. Il faudrait donc que l'on puisse créer ici un sursaut patriotique, une forme d'amour pour le pays qui nous oblige finalement à revenir. Et puis, Valérie, même quand tu veux revenir, c'est ta famille qui t'appelle. Tu es fou, tu es maudit, reste là-bas. Tu vas venir chercher quoi ici? C'est tes amis qui te découragent. Ah, c'est ce même comment tu reste là-bas. Ben, voilà. Donc, c'est pas, je pense pas que ce soit aisé. Mais je pense qu'également, tous à un moment donné, imaginent rentrer. Nous, je pense que tout le monde. C'est qu'au final, on n'est qu'un numéro, on n'est qu'un nombre. Nous ne sommes rien. Nous sommes des éléments remplaçables qui travaillent pour un système qui nous dépasse. Et à un moment donné, on a besoin de cette reconnaissance parce que nous venons de loin, nous sommes des peuples qui souffrent. Et on a besoin d'être reconnus, d'être valorisés. Et donc, tu as des gens qui gagnent bien leur vie en Europe, qui vers 40, 50 ans se disent quand même, merde, je vais quand même rentrer chez moi, quoi. Donc, je pense aussi qu'on aura ce retour, il faut laisser un peu de temps, il faut laisser les conditions se créer. Les gens se battent pour ça, mais je pense qu'on aura ce retour. Mais ce qui explique à l'immédiat que les gens ne veulent pas rentrer, c'est quand même principalement les conditions de vie qui sont les leurs. J'ai un médecin dans le live qui décrit un peu la corruption au Congo. Pour lui, c'est un frein. Si ces valeurs sont portées à la corruption, Valérie, je le lui concède. Il a raison. Mais il ne va pas faire du Congo le pays le plus corrompu. Moi, quand j'étais à Strasbourg, je me rappelais des Chinois qui achetaient les diplômes et les cartes de séjour en préfecture. Hein, ça semble inimaginable. Et pourtant, Benalla qui avait 8 passeports diplomatiques. Je veux dire que la corruption, c'est le fait des sociétés modernes. Hein. C'est le fait des sociétés modernes. Et chaque société a des appétences à la combattre avec plus ou moins d'énergie. Naturellement que chez nous, elle ne peut pas rester à le niveau auquel elle est. Il faut la combattre avec véhémence. Je me dis simplement, s'il est sujet à des valeurs de cette nature, si c'est ce qu'il porte et il y croit, il a raison, n'allons pas contre ce que nos cœurs nous disent. Mais je ne pense pas cependant que la corruption soit un fléau absolu que l'on ne puisse pas vaincre dans notre pays. Il y a quand même vous êtes une génération beaucoup plus éthique que la nôtre. Moi, je vous vois, on n'a pas le même âge. Je suis pas plus vieux que toi au point que tu m'appelles papa. Nous n'avons pas le même âge, mais je vous vois agir, fonctionner. Vous avez quand même un certain type de valeurs et j'espère que ces dernières progresseront avec le temps et qu'au final, nous aurons une société beaucoup plus éthique et valeureuse. Alors, Pépère, parlons de la FNAC, l'implantation du groupe FNAC à Brazzaville. J'ai un internaute avant le début du live qui a un peu décrié des tarifs qui ne correspondent pas au pouvoir d'achat des Congolais. Qu'est-ce qui a bien animé la FNAC à venir s'implanter au Congo-Brazzaville? J'ai d'ores et déjà envie de te dire à ton internaute qui a posé la question qu'il n'est pas notre cible. Parce que s'il se pose la question des tarifs, c'est que ce n'était pas pour nous. La FNAC est venue s'installer au Congo pour venir répondre à une demande d'une clientèle particulière. Je tiens à rappeler à tous ceux qui interviennent sur le forum et qui vivent notamment en France où on trouve des FNAC, même en France, tout le monde ne consomme pas FNAC. C'est pas vrai. La FNAC reste quand même un magasin assez élitiste de produits techniques et de produits culturels. Il reste quand même un magasin assez élitiste. Donc, au Congo, quand la FNAC s'est installée, bien que c'était une FNAC au Congo, elle avait pour principale mission de venir répondre à des habitudes de consommation des expatriés, des institutions internationales, des ambassades, qui ont intégré dans leur logiciel mental et de consommation ce genre de produits. Je vais vous faire une confidence, et honte ou pas, mais même moi en tant que directeur de la FNAC, je ne suis pas consommateur de la FNAC. Oui, je trouve que le positionnement il est cher, c'est vrai. Je trouve que le positionnement il est cher, mais il n'est pas cher parce que la FNAC veut impérativement marger. Moi, quand on vient en boutique,
J'ouvre mon logiciel et je montre les prix. Je te l'ai déjà fait. Voilà, tel produit est cher. Je montre les marges que la Fnac prend. Il y a des produits sur lesquels on ne marge même pas 8%. Par contre, nous avons une fiscalité douanière et une fiscalité tout court qui est pesante. Nous avons des frais d'approche qui sont énormes. Je tiens à rappeler à certaines personnes qu'en matière d'importation sur certains produits, des fois, vous avez des coefficients de 2,5. C'est énorme. C'est énorme, énorme, énorme. Vous prenez votre prix d'achat, vous le multipliez par 2,5 et ça vous amène le produit ramené ici à Brazzaville pour certains types de produits. C'est affolant. Et donc, mécaniquement, on n'y arrive pas. Donc, nous, on a une politique où on essaye de ne pas trop s'écarter de loin des prix de Fnac France parce qu'aujourd'hui, avec la mondialisation, nos clients viennent avec leur smartphone et peuvent comparer les prix. Hein. Ils peuvent comparer les prix, donc on essaie de ne pas trop s'écarter, mais on a une réalité de marché qui fasse à ce que ce soit vraiment un magasin positionné pour un certain type de clients et non pas pour tous les clients. Moi, j'aurais voulu démocratiser la Fnac. Hein. J'aurais voulu que tout le monde puisse venir consommer Fnac, mais même dans son ADN d'origine, c'est pas possible. Je rappelle aux gens qu'au départ, la Fnac veut dire la Fédération nationale des achats des cadres. Achat des cadres. Et donc, elle était bien positionnée pour les cadres et non pas pour tout le monde. Donc, c'est une poursuite de positionnement. Donc, notre profil n'intéresse pas la FNAC. Bah, c'est pas que nos profils. Non, 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 c'est pas ce que je suis en train de dire. Je ne dis pas que ça n'intéresse pas la FNAC. Je dis que quand les études sont réalisées, elles sont réalisées sur un certain type de pouvoir d'achat. Et principalement, ces pouvoirs d'achat, c'est les expatriés, c'est ci, c'est cela. Et puis, Qui sont les clients de la manière FNAC? dont nous habitons. La FNAC, bah, c'est toi. Le client occasionnel, c'est toi. Une fois tous les 6 mois, principalement pendant les soldes. Parce qu'on aime bien les petits prix. Hein, c'est toi, c'est moi. Les clients de la FNAC, bah, ce sont les institutions. Un exemple tout bête. Un exemple tout bête. Quand l'OMS veut passer un marché, bah, l'OMS est obligé dans ses modes de fonctionnement de passer marché ou de faire affaire avec des structures reconnues qui ont pignon sur rue et qui respectent un certain nombre de process. Donc, par exemple, l'OMS a préféré transiger avec nous et avec quelques boîtes de la place que d'aller transiger, par exemple, avec nos Wara du Bataclan. Cependant, toi et moi, comme on aime les petits prix de la négociation, on préférera transiger avec le roi du Bataclan. Pourquoi? Parce qu'on a des facilités de paiement. C'est toujours préférable, n'est-ce pas? Donc, on a une chance aujourd'hui de pouvoir se différencier un peu par le marché parce qu'on offre un service supplémentaire qui est le service du swapping. C'est-à-dire que quand un client se plaint d'un produit défectueux, on le change sans demander. C'est un service assez innovant sur le Congo. Mais de manière générale, les clients de la FNAC, principalement, c'est ça, quoi. Ce sont les administrations, ce sont les ambassades, ce sont les institutions internationales, ce sont des expatriés, des touristes en vacances, voilà. Le secteur informel vous secoue un peu, notamment les Ouest Non, africains, Bataclan. non, non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Parce qu'ils ont des marges de manœuvre. Il ne faut pas ignorer que leur stratégie d'approvisionnement, elle est très mauvaise. Hein. Elle est très, très mauvaise. Et puis, nous, par exemple, on leur a fait, je me rappelle à l'époque, on avait mis une stratégie de baisse de prix sur des iPhones. On a proposé quand même des iPhones à 50 000 francs. Même au Des Bataclan, iPhones. ils n'ont pas osé. Ah oui, on a proposé des iPhones à 50 000. Les gars du Bataclan venaient chez nous pour vouloir les racheter, revendre. Donc j'ai dû mettre des stratégies à la chinoise pour interdire ce genre de choses. Non, non, non. Sur certains produits, non. Par exemple, sur l'offre de produits culturels sur les livres, non, il n'y a pas on n'aura pas de concurrent. Sur des aspects, par exemple, sur la téléphonie, oui. Sur la téléphonie, oui, on va trouver de la concurrence avec des organes comme ça. Mais par exemple, sur tout ce qui est accessoires, téléphone, sur tout ce qui est photo, tout ce qui est des produits assez spécifiques techniques, non, il n'y aura pas. Il y aura pas. Et Pépère, dans ton management, les difficultés auxquelles tu es confronté dans ton quotidien, en tant que manager de la Ah, FNAC. attends, j'en ai plein. J'en ai plein. J'ai plein de difficultés auxquelles je suis Les confronté. principales. Non pas parce que l'environnement soit hostile, mais parce que j'ai dû ou je dois moi-même me réadapter à mon pays. C'est-à-dire que j'ai un style de management qui est conforme aux réalités occidentales et non pas à la réalité congolaise. Je prends un exemple tout simple. Moi, en tant que directeur de la FNAC, je vais au boulot à pied. Voilà, je vais au boulot à pied. Dans la culture congolaise qui est très hiérarchisée, qui est très structurée, un chef ne va pas au boulot à pied. C'est un signe de faiblesse et mal interprété. Alors, on m'a tellement charrié que je me suis acheté une trottinette électrique. Je vais au boulot en trottinette électrique. Ouais, ça se fait très bien dans les régions autres. Chez nous, ça ne se fait pas. Mécaniquement,
en étant un chef qui me suis mis automatiquement au niveau de mes salariés, eh ben, je vais avoir des problèmes de relations et de gestion. Puisqu'on attend d'un chef qu'il chef. Moi, je suis plutôt un chef sur phase de vente, je vends, je suis en réserve, je travaille, comme ce qu'on m'a appris, parce que je pense que tes collaborateurs, il faut les porter au même niveau que soi, mais ça ne passe pas toujours bien, parce que le Congo est une société très, très hiérarchisée. C'est-à-dire que les Congolais attendent d'un chef qu'il chef. Voilà. Et dès que le chef ne chef pas, bah, ça pose problème. Alors, tu te déplaces en trottinette électrique pour aller au boulot. Tu m'as fait penser à, tout à l'heure, j'y pensais, un jeune Congolais qui avait lancé sa start-up de livraison au bureau et à domicile avec des overboards. Je ne sais pas si tu connais cette start-up-là qui a très Si, vite mis si. la clé sous le paillasson. Oui, naturellement, parce qu'à l'époque, j'en discutais avec certaines personnes qui étaient autour de lui. Cette start-up, elle est venue nous vendre une solution. Parce que n'oubliez jamais qu'une entreprise vient toujours répondre à un besoin. Elle Oui. ne crée pas de besoin, mais elle vient toujours répondre à un besoin particulier. Et en l'occurrence, pour ceux qui connaissent bien le Congo, ils savent que nous avons un problème au Congo. Nous avons énormément de temps à dépenser. Que quelquefois, on ne sait même pas comment tuer notre temps. Pour preuve, moi, quand je suis à Casino, je vois des ministres venir faire leurs courses, je vois des autorités venir faire leurs courses. Elles prennent plaisir à pousser le caddie et aller. Ce qu'elles ne feraient pas en Europe parce que chacun est tiraillé, chacun court. Et donc, ce mec est venu nous proposer un business qui nous disait, je vais vous donner encore plus de temps à tuer. Mécaniquement, ben, personne n'aime même. Tout le monde veut effacer du temps, lui voulait nous en ajouter. En faisant quoi? En proposant des livraisons à domicile. Qui allait l'accepter? C'est un plaisir de partir chez moi. Valérie, tu veux manger? Je viens te chercher. On prend nos deux courses, on y va. Valérie, c'est le seul pays, c'est le seul moment au monde où quand ta femme te dit, Valérie, va chercher les courses pour l'enfant, tu as le sourire jusqu'ici. C'est un monde de liberté, tu vas chercher les courses parce que nous avons du temps à tuer. Et lui, il est venu nous proposer plus de temps. Et donc, de ce principe-là, j'estimais que le besoin n'était pas rempli et que ça ne marcherait pas. Donc, oui, effectivement, très vite, je pense avec la conjoncture aussi du pays, il aurait peut-être pu avoir une espèce d'espace de liberté, mais avec la conjoncture du pays, ça a été un peu difficile et oui, il est parti. Il est parti malheureusement. Donc, ça veut dire que tout ce qui est livraison à domicile, il est déconseillé à tous les potentiels entrepreneurs de s'engager sur ce terrain-là. Je leur déconseillerais pas, mais je leur dirais qu'il faut vraiment qu'ils trouvent un marché de niche. Il faut vraiment trouver un marché de niche pour y aller. Mais penser qu'on peut faire du tout à missile comme élément de différenciation sur un marché, je dis c'est se tromper. C'est se tromper. De toutes les manières, la structuration de nos villes est telle que si mes clients qui ont un peu d'argent, qui consomment mon produit Vivanga Makoso et que moi, mon unité de production, elle est au centre-ville de Brazzaville, aller livrer là-bas, c'est un peu difficile. Un peu retrouver les quartiers, c'est pas évident. C'est pas évident, surtout s'il a plu. Donc, on voit bien qu'au lieu que ce soit un élément de différenciation qui nous faciliterait la vie, ça viendrait aggraver ma chaîne de valeur. Donc, moi, je vois pas pourquoi est-ce que, non, il faut vraiment trouver un marché de niche pour pouvoir essayer de tirer son épingle du jeu. Alors, Pépé, j'ai reçu plusieurs questions avant le début du live. De par ton Mhm. expérience, de par tes connaissances, quel sera pour toi le marché porteur au Congo d'ici 5 ou 10 ans? Ça dépend. Ça dépend. Ça fait pas. Un pays est réparti en industries. Il y a différents types d'industries au pays. Mais moi, je pense que s'il y avait un conseil à donner à toutes les personnes qui veulent vraiment investir, n'inventez pas l'eau. On n'invente pas l'eau. Moi, je pense qu'il faut aller sur des secteurs qui ont fait leur preuve, qui marchent. Il faut leur redonner un coup de jeunesse. À l'époque, dans les années 90, fin des années 90, j'étais allé au Gabon. Et là-bas, il y avait un monsieur qu'on appelait le restaurant Sauce Tartare. Il vendait des brochettes, du poisson et tout ça. Et ce monsieur-là, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait pris les brochettes de rue, là, hein, nos brochettes, nos coupés. Il avait mis des conditions hygiéniques conséquentes. Il avait équipé ses travailleurs. Il avait équipé ses cuisines. Tout était propre. Et ça a permis aux gens qui culturellement mangeaient des beignets, des brochettes dans la rue, mais sont devenus des gens pour des raisons d'hygiène et de réputation qui ne pouvaient plus aller s'alimenter dans la rue, de repartir vers lui et manger. Il a eu un succès fou. Il a eu un succès fou. Donc moi, je pense qu'il y a des services aujourd'hui qui ont besoin d'un coup de jeune, d'un sacré coup de jeune, sur lesquels il faudrait plutôt aller. Alors dire maintenant quels sont les secteurs porteurs, il y en a tellement. Il y en a Les gens tellement. se ruent vers l'agriculture, hein. L'agriculture et l'élevage aujourd'hui. Oh, ça aussi, c'est une espèce de mythe. Hein. Il y a des modes au Congo. Hein. Sorti de la guerre en 2000,
on s'était déjà rué vers l'agriculture. Hein. Nombreux chefs, nombreuses femmes de chefs avaient investi dans des engins lourds pour aller faire du manioc, pour aller faire différents types de cultures aux alentours de Brazzaville. Et pourtant, on se rend compte que 20 ans plus tard, ça reste quand même les Camerounais qui alimentent un des plus grands marchés du Congo, qui est Total. Donc, je veux bien m'entendre que les gens se ruent. À un moment donné, les choses elles doivent être concrètes. Ah, il y a quand même des cultures, le maraîcher, c'est pas des cultures qui mettent 20 ans pour produire. Et d'ailleurs, pour preuve, nous, à Casino, on a une politique qu'on appelle déjà ça, on a une politique, notre responsabilité sociale nous pousse à travailler avec des producteurs locaux. Et ben, je t'apprends qu'il y a beaucoup de choses qu'on voudrait travailler localement qu'on ne peut pas parce qu'on ne les trouve pas. Donc, les gens qui se ruent vers l'agriculture, est-ce que c'est comme l'entrepreneuriat, un effet de mode de dire c'est top de cultiver ou concrètement les gens ils cultivent, ils ont des productions à écouler sur les marchés? Je ne dis pas qu'ils ne le font pas, mais je dis en tout cas, on ne les voit pas. D'accord, Pépé. Alors, nous allons évoquer le, le troisième aspect de ta personnalité, l'aspect politique. Tu nous permets d'évoquer cet aspect? Je t'en prie. D'accord. Alors, pour ceux qui nous suivent, Pépère, au bout d'une heure, Instagram coupe automatiquement le live. Donc, je suis qu'en train Mhm. de couper et de redémarrer Je mon t'en prie. direct. D'accord. Je J'aurai t'en besoin prie. que de 40 secondes. Vas-y, je t'en prie. À tout de suite. À tout de suite.